Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels passionnés et passionnants. Nous parlerons de leur histoire, leur activité et leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes, il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Bienvenue à tous et à tous sur ce nouvel épisode de Quartier d'affaires. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Arnaud Abziger. Salut Arnaud. Salut, ça va ? Ça va bien. Arnaud Abziger qui est le patron de la société. C'est une société, c'est capitaine d'industrie, qu'est-ce qu'on dit ? Une entreprise. Une entreprise de cette magnifique entreprise qui s'appelle Osborne Metal. Alors Arnaud, déjà, dis-nous avant toute chose, qu'est-ce que fait Osborne Metal ? Alors, Osborne Metals, on est une entreprise qui fait de l'étirage à froid de tubes, profils et barres en acier, inox, aluminium, super alliage cuivreux. Voilà, donc là... Ça c'est magnifique. Voilà, là, au Camoulox, tu gagnes direct. Voilà, donc là, normalement, fabuleux. On perd tout le monde. Mais en plus, alors, ce qui est dingue, parce qu'on a préparé évidemment cette émission, etc. Mais c'est qu'en fait, c'est passionnant. C'est passionnant. Alors, pour un profane que je suis, c'est quoi ? C'est simple. On transforme les métaux donc à froid pour donner la forme du profil ou du tube aux spécifications du client. Donc on achète des gros tubes, des grandes barres dans les aciéries produites en très grande quantité et ensuite on fait exactement le produit du client sur mesure. Alors ton client, qui a besoin de ça ? Beaucoup de gens. Chez nous, en priorité, l'aéronautique, la défense. Un de nos plus gros clients, c'est Airbus. Donc, on ne le sait pas, mais quand on est dans un Airbus A320, on est entouré de tubes produits chez Osborne Metal. La première fois que je monte dans un Airbus, je suis entouré de toi, en fait, de ton entreprise. De tubes. Je peux pas prendre tout le monde dans les bras. De tubes, puisqu'on est fournisseur unique, donc on est sûr que à partir du moment où il y a, enfin, pas de tous les tubes, sinon on serait plus gros, mais en tout cas certains types de tubes en acier, on est fournisseur unique, donc on sait que quand il y a un Airbus A320 qui vole, on est entouré de tubes produits à Longueville, près de Provins, dans le 77, voilà. Excellent. Combien de salariés ? 60 actuellement. Après, on varie à la marge avec éventuellement des intérimaires pour un petit peu prendre les coups de bourre ou produire un peu plus ou un peu moins en fonction des saisons. Dans ce secteur, quels sont tes principaux concurrents ? Et tu te situes où ? T'es gros, t'es petit, t'es moyen, c'est quoi ? On est petit, mais la concurrence peut venir de partout et nulle part. J'ai l'habitude de dire que sur notre cœur de métier pur et dur, on a 0 concurrent, que ça soit en France ou en Europe. C'est lié à la spécificité des voilà, tubes c'est très spécifique. Alors après, on a aussi une multitude de concurrents. C'est-à-dire nos concurrents, ça peut être des aciéries beaucoup plus grosses que nous, par exemple des Benteler, des Mannesmann qui sont situés en Allemagne et qui peuvent produire des milliers, voire des millions de tonnes de tubes par an. Nous, on ne fait que de l'ordre du millier de tonnes, 1000, 1500 tonnes par an. Par contre, ce qu'on peut faire et ce qu'ils peuvent faire ne sont pas du tout pareils. Donc parfois, ils nous attaquent sur des gros marchés. Parfois, on va leur grappiller quelques petits marchés qui sont des miettes pour eux, mais des marchés sur lesquels c'est là qu'on prend notre sens à être agile, pouvoir sortir des petites quantités, des choses ultra spécifiques que ces grosses aciéries beaucoup plus lourdes à mettre en mouvement ne sont pas capables de faire. Donc ça veut dire pour Osborne que quand on est dans le contexte actuel où il y a une énorme mise en avant de notre défense nationale, c'est que pour toi tu te dis, tu fais partie de cet effort entre guillemets de guerre, ça participe ou pas à l'évolution de l'entreprise ? Alors oui, en fait Osborne est considéré comme entreprise stratégique pour la DGA. On fait partie la base de données là qu'ils appellent la BITD, c'est-à-dire l'ensemble des entreprises qui peuvent servir la défense. On en est très fiers. C'est très important pour nous de garder nos savoir-faire et surtout l'entreprise en France. On se bat parce que c'est pas facile tous les jours. On a des clients qui viennent chez nous parce qu'on est français et on peut pas, ils ne peuvent pas forcément acheter les tubes dans d'autres régions du monde pour le risque que ça peut représenter. On est complètement dans tout ce qu'on entend encore depuis quelques années, notamment depuis le Covid, sur l'indépendance française, stratégique, de production. Ça fait partie de ces enjeux-là. D'où le fait que on appelle ça la souveraineté industrielle française, et donc c'est le fait d'être encore capable de faire des produits ultra spécifiques en France et pour des secteurs
où il y a de la confidentialité et où il est absolument fondamental d'avoir des produits quand on en a besoin. Date de création d'Osborne? Il y a très très longtemps, ça a plus que 150 ans. Donc tu les fais par Arnaud. Non, la date exacte, je la connais même pas. Je sais qu'au début, Osborne Metal, c'était un moulin, parce que c'est situé le long d'une rivière. Donc en fait, pendant des années, ils ont utilisé la force motrice de la rivière pour... un moulin à eau. Je pense que c'était un moulin à huile plutôt. D'accord. Enfin, il y avait un moulin à eau pour faire de l'huile. Donc, et puis après, petit à petit, à la force de la rivière, s'est transformé en puissance pour aller donner de la puissance à des machines d'étirage qui est située là-bas. Donc depuis 150 ans. Donc on a un beau site industriel avec de la vieille pierre et une belle friche aussi industrielle, puisque en fait au gré de la modernisation, les bâtiments ont grossi et donc on a encore nos vieux bâtiments historiques qui peuvent être à la fois un trésor et parfois un boulet. Ouais, c'est un peu les deux. Alors on va, maintenant qu'on a parlé de ton entreprise, Arnaud, que tu diriges, Osborne Metal, on va maintenant s'intéresser un petit peu à ton parcours d'homme d'entreprise. Et pour ça, on va faire une petite chronique qui s'appelle Thé ou café? Alors, thé ou café, Arnaud? Très simple, une alternative, et tu réponds tac au tac. C'est bon. Allez. Pour toi? On y va. Mer ou montagne? Mer. Ville ou campagne? Ville. Lundi ou vendredi? Vendredi. Ah là là, et on enregistre ce podcast justement un lundi. Je suis désolé, la prochaine fois on fera un enregistrement le vendredi. Ciné ou Netflix? Netflix. Voiture ou vélo? Voiture. Bureau ou télétravail? J'aime bien le bureau. Cuisiner ou Uber Eats? Cuisiner. Préparer ou improviser? Improviser. Et ben voilà, on te connaît un peu mieux, Arnaud. Qu'est-ce qui t'a amené à la direction de cette entreprise? Déjà, c'était en quelle année quand t'as repris cette entreprise? Je l'ai reprise en 2022, mais dans les faits, je suis arrivé en 2019. D'accord. Enfin, on avait le projet déjà de une transmission. Sauf que j'ai eu la surprise que 3 semaines après avoir fait ma LOI et d'être arrivé dans l'entreprise pour commencer à reprendre les dossiers du cédant, il y a eu le Covid. Ce qui a un petit peu rebattu les cartes, rebattu les prix, rebattu le business. Et en fait, on s'est assis avec le cédant et je lui ai dit, c'est le Covid, j'ai rien d'autre à faire. Donc, c'est simple. 1, on va sauver l'entreprise parce que c'était la catastrophe. Et de 2, quand tout ira mieux, on se remettra autour de cette même table et puis on rediscutera prix, conditions de cession, etc. Alors, fin de Covid, c'est ce qui s'est passé et c'est là où tu as signé après derrière. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené à aller dans cette entreprise? Ton parcours, c'est quoi? C'est des études de quoi? J'imagine ingénieur? Oui, en fait, moi de base, je suis ingénieur motoriste. J'ai commencé ma carrière chez Renault F1. J'ai eu la chance de vivre les 2 championnats du monde avec Fernando Alonso. C'est génial. Qu'est-ce qu'on fait quand on est motoriste chez Renault F1? Encore un truc incompréhensible. Allez, vas-y, achève-nous. J'étais responsable des calculs dynamiques du groupe motopropulseur et des frottements dans le moteur. Ah bah voilà, Camoulox, t'as gagné. Et alors en simple, ça fait quoi? Donc en simple, un moteur de Formule 1, ça tourne très vite, c'est très léger, donc ça arrête pas de se tortiller dans tous les sens et ça peut mener jusqu'à des casses moteurs. Et donc j'étais responsable de la simulation de ces mouvements dans le moteur pour les limiter et éviter les casses sur la piste. C'est fou parce qu'au début on comprend rien, mais au final c'est passionnant en fait. C'est incroyable. Ah, oui. Et ça veut dire que tu faisais partie de ceux qui regardaient forcément les Grands Prix et qui stressaient pour savoir si ça allait tenir ou pas. Ah oui, moi je détestais voir les voitures à l'arrêt assez bizarrement sur les lignes de départ parce que ça peut chauffer et péter. Dès qu'il y a de la fumée derrière, on dit j'espère que c'est pas ma pièce. On n'imagine pas ça en fait, que derrière une ligne de départ, il y a plein de gens qui stressent, mais pour des raisons très très spécifiques. Ah oui, non, c'est très stressant. Et alors, de Renault F1, après, t'as fait? Je suis resté un petit peu dans le sport auto. Après, j'ai travaillé sur les moteurs diesel du Mans pour Peugeot pour les 24 heures. Okay. Ensuite, avec l'équipe, on a fait un moteur dans le cadre d'un programme Clean Sky de R&D avec, à l'époque, Eurocopter. Maintenant, ça s'appelle Airbus Hélicoptère, ouais, pour remplacer une turbine dans les hélicoptères par la technologie des moteurs à piston, qui est un challenge de poids, puisque un moteur à piston, ça consomme moins, mais c'est quand même très lourd. Eurocopter à l'époque voulait
évaluer les gains de consommation en mettant cette technologie. Et donc, on a dérivé le moteur du Mans qu'on avait fait pour Peugeot en l'avionnant et en le mettant dans l'hélicoptère. C'est énorme. Ça veut dire que tu as fait un lien entre les courses de voiture et l'hélicoptère, quoi. Oui, entre les courses de voiture, l'aéro, qui pendant longtemps n'a pas été si loin, hein, puisque souvent les technologies de l'aéro ont nourri les idées de la compétition automobile au sens large et inversement. Donc, on voit pas ça dans le back-office, les liens qu'il y a qui sont effectivement passionnants. Il faudrait qu'il y ait un reportage là-dessus. Tu sais, quelque chose, mais je suis sûr que ça intéresserait le grand public, de comment les voitures, les moteurs de voitures F1, elles se nourrissent de quoi et ça nourrit quoi par la suite, parce que parfois on se dit, bon, bah voilà, c'est des voitures, ça va très vite, mais on se rend pas compte que la technologie recherchée pour aller justement ces voitures, ça nourrit au final la voiture qu'on a au quotidien, j'imagine. Ça fait progresser, c'est de la recherche. Oui, c'est de la recherche. Recherche appliquée, en fait. C'est surtout très en avance avec des gros moyens, donc ils peuvent essayer beaucoup de choses. Par exemple, la technologie du turbo, ça a été vraiment, dans les années 80 avec Renault, ça a vraiment pris de l'ampleur et on a vu tout ce que ça pouvait apporter avec un tout petit moteur avec des énormes turbos par rapport à un moteur atmosphérique. Ouais, c'est dingue. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, je me lance dans l'aventure entrepreneuriale? Eh ben, quand on travaille avec des Américains, on va être un peu méchant. Après, je suis parti dans une structure américaine qui faisait des outils spéciaux pour la construction d'avions. Donc, ça m'a permis de beaucoup me promener dans le monde, voir tous les sites de construction d'Airbus, Boeing et même chez Comac en Chine. Mais au bout d'un moment, on entend beaucoup, je veux quelque chose qui fasse sens, etc. Moi, ça n'avait plus de sens au bout d'un moment de travailler pour cette société qui me demandait toujours de faire plus avec moins, plus avec moins, plus avec moins. Et au bout d'un moment, on dit, ben non, en fait, j'ai envie de faire plus, mais avec plus, en investissant, en développant des produits, en étant plus... Et c'est l'étincelle qui a... Et c'est l'étincelle, ouais. Ok. Ouais. Magnifique, Arnaud. Écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Un grand merci pour ta présence et pour la présentation de Osborne Metal. Où est-ce qu'on peut trouver les informations si nos auditeurs souhaitent chercher? Il y a un site internet? On a un site internet qui est très bien fait. J'y participe beaucoup à essayer de le maintenir, le moderniser, le rendre vivant. Et il y a beaucoup de données sur l'entreprise, donc sur l'historique qui est très intéressant. Excellent. Mais aussi sur tous nos produits avec des catalogues de tubes, des comparateurs on peut... en fonction de l'acier dont on a besoin, ce qu'on veut faire, on clique et puis on finit par trouver son tube. Osbornemetal. C'est quoi? C'est www.osbornemetals.com. Et Osborne, O-S-B-O-R-N, metals avec un S.com. Voilà. Magnifique, Arnaud. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise des Hauts-de-Seine-Sud ou du sud de Paris, visitez le site internet de l'AEM, www.entreprise-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode de Quartier d'affaires.